session, qu'est-ce que je fais, qui est sur les lieux et les moyens de diffusion. Et on va voir vraiment que les moyens de diffusion, les lieux de diffusion forment une partie très importante dans ce courant transatlantique. On a 3 présentations suivies par une période de discussion et on va commencer avec Sandrine Kudja. C'est comme ça? D'accord. Sandrine Kudja. Sandrine Kudja, elle est doctorante à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, où elle fait sa thèse sur la diffusion de la musique classique à la NBC dans la première moitié du XXe siècle. C'est le premier grand travaux à fond sur cette station de radio super importante. Et c'est une thèse avec Esteban Buch et Karine Lebey. Et c'était riche recherche qu'elle va partager avec nous aujourd'hui, une communication sur la diffusion de la musique savante européenne aux États-Unis par la NBC entre acculturation, démocratisation et création, 1926 à 1952. Et bienvenue, Madame Kudja. Merci. La première moitié du XXe siècle est celui de la naissance et du développement fulgurant de la radiodiffusion qui constitue alors la principale source de divertissement, d'information et de culture pour des millions d'auditeurs américains. Cette période est qualifiée par les historiens d'âge d'or de la radio car le médium était inhérent au développement de la vie sociale américaine. La radio y est une industrie très organisée qui couvre l'ensemble du pays, avec des émetteurs et des récepteurs qui sont sans cesse améliorés pour répondre à un public assoiffé de nouvelles, de distractions en tout genre et surtout de musique. Les familles, les amis et les enfants aussi se réunissent dans le grand salon autour de la radio pour écouter des opéras ou des concerts retransmis en direct depuis les plus grandes salles comme par exemple le Metropolitan Opera, Carnegie Hall ou encore le Chicago Civic Opera. La National Broadcasting Company, la NBC, a été fondée en 1926. Elle est la première radio nationale américaine. Elle dispose alors de 2 réseaux, le Blue Network et le Red Network, à partir desquels les stations affiliées peuvent émettre les programmes. En 1937, une décennie donc après sa fondation, la NBC émet sur près de 220 stations et domine, comme on peut le voir, complètement le paysage radiophonique américain. L'analyse de la politique de programmation musicale de la chaîne pendant la période allant depuis sa fondation, donc en 1926, jusqu'à l'avènement de la télévision au début des années 50, révèle qu'une très large part de la musique radiodiffusée était issue de la tradition européenne classique. Il convient donc de s'interroger sur le sens de la diffusion massive de ce genre musical par un médium émergent et en plein développement, qui était de fait un vecteur de transfert culturel entre les 2 continents américains et européens. Partons de plusieurs observations liminaires. Dès les premiers programmes, David Sarnoff, donc président de la NBC, avait légitimé le genre sur les ondes pour 2 raisons principales. En premier lieu, la musique savante, dite aussi classique ou serious dans les scripts d'émissions retrouvés, était alors assimilée à la haute culture, high culture, ou culture d'en haut, une appellation qui renvoie à la constitution des hiérarchies culturelles et à la séparation de 2 types de cultures, élitistes et populaires, qui coexistaient dès la seconde moitié du XIXe siècle dans les pratiques artistiques aux États-Unis. D'ailleurs, il faut rappeler que c'est à cette période qu'ont eu lieu les premiers transferts culturels selon le modèle européen par un processus de sacralisation de la culture. David Sarnoff souhaitait rendre ce genre musical accessible aux masses américaines dans un idéal démocratique et dans le but aussi de promouvoir les ambitions civiques et égalitaires de la chaîne. Alors, il élabora une politique musicale où il assigna à la musique savante plusieurs fonctions. D'abord, ce genre avait pour fonction d'éduquer et de cultiver les auditeurs. Et à l'issue, il s'agissait de les divertir par son appréciation. La deuxième raison de cette légitimation par la NBC est qu'en 1927, le Congrès américain vota le Radio Act en créant la commission... Alors, il y a un petit... Voilà.
en créant la Commission fédérale de la radio, qui est une agence indépendante du gouvernement en charge de l'attribution des fréquences. Et donc, pour obtenir le droit d'émettre, les stations devaient produire des émissions répondant aux critères du Public Interest, Convenience and Necessity, c'est-à-dire, en français, d'être nécessaire, utile et de servir les intérêts du public. De ce fait, afin d'affilier le maximum de stations ou même de les posséder, la NBC fit la promesse de produire et de diffuser des émissions de la plus haute qualité. En regard de cette thématique sur l'influence du modèle culturel européen dans la politique musicale de la NBC, deux types d'émissions radiophoniques feront ici l'objet d'une présentation analytique. Il s'agira tout d'abord de présenter l'émission The Music Appreciation Hour de Walter Damrosch, diffusée de 1928 à 1942. Ensuite, il s'agira aussi de présenter les concerts du NBC Symphony Orchestra, dirigé par Arturo Toscanini, de 1937 à 1954. Chacune de ces deux émissions furent diffusées durant de longues périodes, preuve de leur succès auprès des auditeurs américains. À la NBC, d'ailleurs, ces émissions étaient qualifiées de « sustaining programs », c'est-à-dire qu'elles étaient financées par la radio elle-même et non par des sponsors, ce qui est très significatif car elles étaient dénuées d'un éventuel intérêt commercial. Et elles étaient donc vouées à l'élévation morale et culturelle des auditeurs. Associées au succès de la radio dans les foyers, ces émissions favorisèrent un certain renouvellement culturel. Et si cet état de fait laisse penser que la grève du modèle musical européen a parfaitement réussi à la radio américaine, l'analyse de ces deux types de programmes révélera ici que ce transfert culturel, qui repose sur la circulation d'œuvres par la radiodiffusion, est bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. En effet, nous verrons qu'il s'agit davantage d'une appropriation que d'une transplantation pure et simple d'un modèle culturel. Alors, The Music Appreciation Hour constitue un exemple pertinent du projet de démocratisation et d'acculturation de la musique savante européenne que la NBC réalisa. Diffusée chaque semaine pendant 14 années, cette émission, dont le titre se traduira en français par « L'heure du plaisir musical », représente l'entreprise la plus développée en matière de pédagogie musicale de toute l'histoire du médium radiophonique américain. En 1928, lors d'une interview, Damrosch fit cette déclaration aux auditeurs. Alors là, je l'ai mise en anglais, je vais vous la traduire en français. « Confiez-moi à vos enfants et j'en ferai une nation d'amoureux de la musique. La plus grande force de la radio est son influence dans l'éducation et la démocratisation. » Cela révèle donc que Damrosch était pleinement conscient du pouvoir et de la fascination que le nouveau médium exerçait sur les masses. Cette émission a été conçue sous le format d'une leçon de musique et elle était diffusée dans les écoles, collèges et lycées américains. Et puis aussi à son apogée, dans les années 30, elle était également dans les écoles canadiennes. Elle servait ainsi de complément de cours, voire même de cours entiers pour de nombreux professeurs. Comme vous pouvez le voir sur cette diapo, les éditions locales et la presse radiophonique américaine relayaient chaque semaine le contenu des programmes et de nombreuses informations, et consacraient aussi des portraits élogieux à Walter Damrosch, faisant de lui, par exemple, le maestro bénévole à la maison, qui apportait la musique classique dans les fermes aussi, comme nous pouvons le lire ici dans le journal radio intitulé « Microphone » en 1934, ou encore, on pouvait l'appeler le professeur de la plus grande classe de musique, avec près de 6 millions d'élèves dans le Radio Guide en 1930. Durant 14 saisons, 4 séries de 12 demi-heures furent programmées sur la NBC, chacune diffusée le vendredi, afin que les élèves puissent l'écouter à l'école. Des cahiers, les Student Notebooks, coordonnés selon les séries d'émissions, étaient édités aussi et distribués aux élèves de toutes les écoles. Ces 4 séries se déclinaient selon le niveau scolaire des élèves et offraient un programme clairement défini. Dans la série A, destinée aux écoles élémentaires, Damrosch y présentait les instruments de l'orchestre et les différentes tessitures de la voix humaine. Quels étaient les compositeurs diffusés ? Les cahiers de programme consultés à la Library of Congress nous renseignent très bien. Si on se réfère par exemple au deuxième concert de la 3e saison, donc tout est mentionné, on y retrouve Handel, Tchaïkovski, Saint-Saëns ou encore Delibes. Remarquons aussi, et là je l'ai entouré, que le nom des compositeurs est écrit en phonétique afin que les élèves puissent les prononcer correctement à l'européenne.
La série B, intitulée « La musique comme moyen d'expression », proposait des œuvres faisant référence à des éléments extra-musicaux tels que la nature, les sentiments ou le merveilleux. Les thèmes analysés et diffusés étaient choisis selon leur titre ou leur référence en lien avec des thématiques. Par exemple, le 14 octobre 1932, l'émission était intitulée « La nature dans la musique » et l'on pouvait y entendre les murmures dans la forêt, extrait de Siegfried de Wagner, ou encore un extrait du Children's Corner de Debussy, ou encore Spring Song de Mendelssohn, des musiques issues de la tradition européenne. Quant à la série C, destinée... Alors, je vais revenir... Quant à la série C, donc destinée aux collégiens, Damrosch y présentait et analysait différentes formes musicales, les rondeaux, canons, fugues, thèmes et variations, etc. Enfin, la série D était consacrée aux biographies des grands compositeurs. Destinée aux élèves du secondaire, il s'agissait de présenter les figures canoniques européennes telles que Bach, Handel, Haydn, Mozart ou encore Schubert. À la fin de chaque série, il y avait un examen sous forme de quiz et auquel les professeurs devaient corriger. Et enfin, pour compléter le programme pédagogique, Damrosch, tous les dimanches soirs, dirigeait le New York Symphony Orchestra en direct à la NBC dans une sélection d'œuvres qui avaient été travaillées le vendredi précédent par les auditeurs et les élèves. L'émission connut un succès croissant dans les années 1930. Au cours de la saison 1933-1934, plus de 100 000 cahiers d'élèves et près de 13 000 manuels d'enseignants furent distribués et vendus. Les documents d'archives de l'émission, donc toujours entreposés à la Library of Congress, nous renseignent sur le nom des compositeurs, le nombre et la nature des œuvres diffusées. On constate d'emblée que les compositeurs diffusés et travaillés sont pour la majorité d'origine européenne. Voilà, donc ça c'est l'un des documents que j'ai trouvé à la Library of Congress. J'ai mis une seule des 2 pages. Pour cette même saison, 1933-1934, on compte donc 47 compositeurs représentés, dont 79% étaient d'origine européenne, parmi lesquels on retrouve des compositeurs français tels que Auber, Berlioz, Bizet, Massenet, Rameau. Et pour les Européens, citons Albéniz, Bach, Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Monteverdi ou encore Palestrina. 13% étaient d'origine russe et on y trouve des compositeurs très peu connus finalement comme Nikolai Berezovsky, Mikhail Ippolitov-Ivanov ou encore Anatoly Liadov. Enfin, 8% étaient d'origine américaine, qui figuraient Walter Damrosch lui-même, tant qu'à faire, Hazel Kinchela ou encore Percy Grainger, un compositeur d'origine australienne mais qui obtint la nationalité américaine en 1918. On compte au total donc 97 œuvres diffusées, donc 80 de compositeurs européens, et Beethoven figure en tête du peloton, et l'intégralité de ces symphonies y avait été décortiquée et analysée. Il faut toutefois remarquer que d'après les programmes, nombre de ces œuvres étaient diffusées plusieurs fois au cours de la même saison. À l'analyse de la constitution de cette émission et du traitement de son contenu musical, on s'aperçoit donc que la NBC mettait les masses d'auditeurs en contact avec un objet culturel différent de ce qu'il est censé être à l'origine, c'est-à-dire une œuvre musicale qui implique un contexte de création, une singularité qui engendre une analyse mélodique et harmonique, mais également des conditions d'écoute réunissant concentration et subjectivité de la perception auditive. On peut donc s'interroger si ce type d'écoute, conditionné de la sorte, ne rendait-il pas illusoire l'idéal culturel élevé, voulant apporter de la musique de qualité à un grand nombre de gens. Dans les programmes, on retrouve les œuvres à écouter regroupées sous le titre, par exemple, « Les féeries en musique » ou « Des animaux en musique ». Ces œuvres faisaient l'objet d'une instrumentalisation dans leur processus de diffusion, car elles avaient pour fonction d'illustrer une thématique précise et attrayante pour les élèves et les auditeurs. À partir de là, devait en découler l'appréciation ou le plaisir musical. D'ailleurs, à propos de cette notion d'appréciation de la musique savante, dans le Teacher's Guide, ouvrage de référence destiné aux professeurs, Damrosch y explique sa conception de l'écoute musicale selon ces termes. Une musique qui est reconnaissable et dont nous pouvons nous souvenir jusqu'à être capable de la chanter, de la siffler ou de l'entendre intérieurement est une musique qui devient aimée et écoutée avec plaisir.
En fait, pour Damrosch, le principe était qu'il suffisait de répéter une œuvre jusqu'à la rendre reconnaissable pour la faire accepter et apprécier. Ce qui importait, c'était qu'elle soit reconnue et qu'elle devienne ce que l'on peut nommer aujourd'hui, et déjà à l'époque, un standard. Au final, dans cette émission, le plaisir de la connaissance musicale était donc conditionné par le plaisir de la reconnaissance mécanique des thèmes et des compositeurs. Tel qu'employé dans le titre de l'émission, la notion d'appréciation était donc fondée sur l'idée que la musique pouvait produire des effets sur l'auditeur, interprétés en termes de plaisir ou de divertissement, et non en termes d'éducation musicale absolue. En cela, on peut se demander si les ambitions pédagogiques de Damrosch et de la NBC, par l'écoute de cette émission, ne relevaient-elles pas d'une utopie culturelle. Ainsi, à travers cette analyse sommaire, plusieurs interrogations émergent à travers l'analyse de la conception de cette émission, non seulement sur la possibilité d'une expérience musicale authentique, mais aussi sur la réception de l'art comme connaissance ou comme divertissement. Nous allons maintenant nous intéresser et nous interroger sur la programmation des concerts du NBC Symphony Orchestra, dirigé par Arturo Toscanini entre 1937 et 1954. Dans les années 30, David Sarnoff voulut donner une impulsion à l'écoute des concerts, notamment pour concurrencer la radio rivale, la CBS. Et alors qu'en Europe, plusieurs radios commençaient à fonder leur propre orchestre, citons le cas de la BBC avec le BBC Symphony Orchestra en 1930, Sarnoff s'inspira du modèle européen et créa un orchestre de radio permanent avec pour nom le NBC Symphony Orchestra et avec, pour le diriger, le choix d'un chef à la popularité et à la réputation établie à la fois en Europe et aux États-Unis, Arturo Toscanini. Que représentait Toscanini pour la NBC et Sarnoff? Avant tout, un idéal de perfection musicale renvoyant directement au modèle culturel européen. Et il s'agissait aussi pour la NBC un moyen de faire de la chaîne de radio une entreprise de renom dans le domaine culturel et musical. L'intérêt de faire diriger ce chef était à la fois commercial, publicitaire et démocratique, comme Sarnoff le déclara lors du concert de clôture de la première saison. La NBC est une organisation commerciale américaine. Elle a des employés et des actionnaires. Elle sert leurs intérêts en servant au mieux ceux du public. Nous croyons en ce principe et nous en avons fait notre guide de conduite. C'est pourquoi nous avons mis en place le nouvel orchestre de la NBC, le NBC Symphony Orchestra, et invité le plus grand chef d'orchestre au monde pour le diriger. Dans une logique de consommation et de diffusion de masse de la musique à laquelle la NBC travaillait, une question quelque peu administrative mais bien intentionnée se posait. Comment mettre davantage de musique de qualité à la disposition de davantage d'auditeurs? Eh bien, Toscanini constituait à lui seul la solution. Son nom attirait les foules et ces mêmes foules admettaient volontiers l'idée que les œuvres qu'il dirigeait ou allait diriger étaient de qualité. Plusieurs sondages, notamment dans le Harper's Magazine, attestent de cette vision. En fait, c'était un avis émis sur la seule base de la réputation et de la popularité de son nom en Europe et aux États-Unis. David Sarnoff aussi déclara en 1937 qu'il était ravi de pouvoir assurer le retour du maestro en Amérique, car son génie incomparable stimulera et enrichira encore plus l'appréciation de la musique dans notre pays, donc aux États-Unis. À l'analyse du répertoire qu'il interpréta pendant ses 17 années sous contrat, d'après les sources toujours disponibles à la Library of Congress, on s'aperçoit qu'il s'agissait majoritairement d'œuvres de compositeurs européens. Prenons la première saison 1937-1938. Toscanini dirigea l'orchestre de la NBC pendant 24 concerts, au cours desquels il y programma 31 compositeurs. Et l'on n'y compte pas moins de 30 compositeurs européens, parmi lesquels Vivaldi, Mozart, Schubert, Beethoven, Busoni, Tomasini, Wagner, ou encore Mendelssohn, ou même le compositeur anglais Vaughan Williams. Il y avait 8 compositeurs français, Berlioz, Ducasse, Saint-Saëns, Debussy, Roussel et Franck, ce qui représentait 26% au total. Et le 30e compositeur, qui était non européen, n'était autre que Samuel Barber, dont Toscanini créa l'Adagio pour cordes en direct sur les ondes de la NBC. Des 96 œuvres données à entendre dans les programmes de l'orchestre de la NBC et sur cette même saison de 24 concerts, on comptabilise que Wagner a été programmé 18 fois, Beethoven 9 fois, Brahms 8 fois et Mozart 4 fois. Durant ces 17 saisons à la tête de l'orchestre de la radio américaine,
Toscanini dirigea aussi de nombreux concerts entièrement dédiés à Beethoven, Verdi, Brahms et beaucoup à Wagner. Dans le processus de transfert culturel qui s'opéra par le biais des concerts de Toscanini, on remarque aussi que son image de chef devenait associée à la symbolique de certaines œuvres. Dès la fin des années 30, et encore plus en période de troubles politiques, Toscanini recevait régulièrement dans le courrier des auditeurs des demandes spécifiques d'interprétation. Citons notamment la demande d'un enfant, une demande très particulière qu'il fit par carte postale, début juillet 1944. Cet enfant demande à Toscanini de diffuser, d'interpréter l'œuvre de Beethoven, car son père lui avait dit que son enregistrement était l'une des choses qu'il appréciait le plus. Donc, il lui écrit en ces termes: « Pourriez-vous, s'il vous plaît, la jouer un dimanche après-midi ? Et s'il vous plaît, indiquer quand vous la jouerez en l'annonçant dans les journaux, alors mon papa le saura, signé Jimmy. » Toscanini fit rédiger un communiqué de presse par la NBC annonçant qu'il interpréterait l'œuvre à la demande de cet enfant le soir du 5 novembre 1944. En répondant favorablement, Toscanini offrit à l'enfant son aide et une forme de consolation par le biais de son interprétation et de cette œuvre. Et auprès des auditeurs, on s'aperçoit que Toscanini était aussi assimilé à la symbolique héroïque de l'œuvre de Beethoven. D'ailleurs, il dirigea à nouveau l'œuvre lors de 2 concerts symboliques retransmis en direct le 8 mai 1945, jour de la victoire en Europe, et le 1er septembre pour marquer l'arrêt des hostilités dans le Pacifique. En 1954, Toscanini se retira de la NBC, ce qui entraîna la dissolution de l'orchestre. La NBC ne recréa pas d'orchestre de radio. Pour autant, elle demanda notamment à Leonard Bernstein et à Léopold Tschaikowski de présenter une émission à la télévision consacrée à l'étude de certaines œuvres canoniques et de plus en plus aussi à la musique américaine. En conclusion, dans la première moitié du XXe siècle, le transfert d'œuvres de musique savante européenne par la NBC contribua donc à la création de productions inédites, formations orchestrales, concerts spécifiques, émissions pédagogiques et culturelles. Dans ce premier âge de la radio où la conscience des classes sociales et la question de l'équité des privilèges et de l'accès à la culture se posaient dans les débats politiques, la diffusion de la musique savante européenne passait pour un modèle possible de démocratisation de la haute culture. Par son statut communément admis d'objet culturel de qualité, la musique savante européenne avait donc pour fonction de participer à légitimer la radio auprès des auditeurs par des programmes éducatifs et culturels et avec aussi l'ambition, dans une période fortement marquée par la Grande Dépression, d'unifier la culture, de réunir les auditeurs, en fait, d'unir la nation. La circulation de ces œuvres a également abouti à l'émergence de pratiques d'écoute qui se sont créées en fonction des besoins de la société et des motivations conjoncturelles. Ce besoin de transfert reposait alors sur le désir d'une affirmation identitaire de la société réceptrice qui révélait une volonté d'intégration à un ensemble culturel plus vaste. Ainsi, à l'analyse de ces 2 émissions, on constate que transférer une œuvre d'un continent à un autre, ce n'est pas seulement la transporter, c'est aussi la métamorphoser, la transformer dans son sens, et ici lui conférer une fonction. Le transfert ne peut donc être réduit à la simple question des échanges culturels, car c'est moins la circulation de ces œuvres, de ces biens culturels, que leur réinterprétation qui est en jeu. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Boudia, pour une belle introduction à la NBC qui a ouvert des questions qu'on va discuter après sur l'appréciation et aussi le rôle que la musique d'un continent dans un autre. Alors, il y a beaucoup de choses à réfléchir, mais on va faire une vite échangement pour notre deuxième présentation ce matin, qui est par Madame le Dr Anne Legrand, qui elle est à la Bibliothèque nationale de France, où elle travaille aujourd'hui au département de la musique. Madame Legrand est un docteur en histoire de la musique et musicologie.
de l'Université Paris-Sorbonne avec un travail sur Charles Delaunay et le jazz en France des années 30 et 40. Et elle nous parlera justement des travaux issus de son travail sur le jazz, le Hot Club de France des années 1930 et 40, un modèle de diffusion et de promotion du jazz. Alors, bienvenue. En France, le jazz, on peut le dire, débarque avec l'armée américaine en 1917. Et curieusement, par rapport à ce qu'on a pu dire ce matin, l'engouement pour cette musique se situe plutôt dans le milieu intellectuel, et ce sont plutôt dans les années 20 les compositeurs de musique dite savante qui vont s'intéresser à cette musique. Alors que, donc on l'a vu tout à l'heure aux États-Unis, c'était intéressant de relever qu'il a fallu susciter les compositeurs de musique savante pour s'intéresser à cette musique dite populaire qui est le jazz. Donc l'intérêt, par contre, par les compositeurs durant les années 20 va s'atténuer au début des années 30, et ça va être une jeune association composée de jeunes gens âgés entre 18 et 20 ans qui vont s'intéresser à cette musique et se regrouper autour d'une association qui va s'appeler le Hot Club, puis le Hot Club de France. Et étonnamment, ils vont donc, grâce à cette association, organiser des concerts, publier des articles dans une revue, puis publier leur revue. Et donc, cette association va vite devenir un modèle de référence de la diffusion de la musique de jazz et un modèle de référence pour la promouvoir. Je vais revenir donc un petit peu sur la création de cette association. Hugues Panassier, qui est assis au deuxième rang ici avec le saxophoniste Coleman Hawkins, et au début des années 30, écrit déjà sur le jazzot, s'intéresse beaucoup à cette musique. Il publie pour l'édition de la revue musicale et l'édition musicale vivante, pour ces deux revues. Et il va être contacté par deux jeunes gens que je ne suis pas sûre d'identifier. Enfin, ici, je les ai mis en haut, à l'extrémité du deuxième rang. Elwin Diras et Jacques Osenfant, qui sont lycéens dans une école privée à Saint-Cloud. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est créer une association pour organiser des soirées dansantes. Et ils sont aidés par un jeune homme, un autre camarade, Pierre Gazer, qui lui s'intéresse plus particulièrement à la musique de jazz et déjà écoute les émissions de jazz qui sont diffusées à la BBC et commence à collectionner des disques. Naturellement, ils vont s'adresser à Hugues Panassier, qui lui tient une chronique dans le magazine Jazz Tango, et donc il s'intéresse à la presse et aux disques. Il a une chronique de disques, donc il est intéressant de le contacter pour pouvoir avoir des disques. Rapidement, donc, il le rencontre et décide de créer cette association qui va prendre le nom de Hot Club. Le mot hot se réfère à l'époque au jazz joué par les artistes afro-américains, puisque le trompettiste Louis Armstrong a eu à la fin des années 20 un orchestre qu'il appelait d'abord le Hot Five, les Hot Seven, etc.
Donc cette association est annoncée dans le journal Jazz Tango. Rapidement, en fait, elle aura un bulletin intégré dans la revue Jazz Tango et dès 1933, elle organise ses premiers concerts. Cette première équipe sera rejointe par Jacques Bureau, qui est de la même génération, qui a entre 18 et 20 ans, et qui, depuis 1932, produit des émissions sur une radio privée à Paris qui s'appelle Radio Lucien Lévy, Radio LL. Lui aussi s'intéresse à la musique afro-américaine et principalement et essaye de diffuser ses disques sur la radio LL. Ils seront également rejoints par un jeune homme qui a le nœud papillon au deuxième rang en haut, au milieu, Pierre Nourry, d'où l'essentiel des archives que je vais montrer aujourd'hui sont tirées de sa collection. Pierre Nourry va faire beaucoup pour développer cette association dont le plan d'action tout de suite donc, est proposé dans la revue Jazz Hot, grouper les amateurs de Jazz Hot, diffuser ce genre, le faire apprécier, le défendre et lui conquérir la place qu'il mérite parmi les expressions d'art de notre temps. Alors, parmi les premiers membres, j'ai nommé Elwin Diratz, qui est un jeune Américain. Son père a une société à Paris et il propose à cette jeune association d'utiliser ses bureaux qui sont à Paris pour imprimer les tracts, faire des affiches et pour leur premier concert. Donc, en plus, ils vont avoir rapidement une salle car le magasin de musique, la boîte à musique à Montparnasse, à une petite salle qui va leur être dédiée pour organiser leur concert de jazz. Donc le premier concert, ils reçoivent des musiciens américains, le compositeur Spencer Williams, Freddie Johnson et le pianiste Garland Wilson et un chanteur Louis Cole. On reviendra sur certains de ces musiciens rapidement. Donc cette première séance est un succès. Et l'association s'enrichit de deux nouveaux membres, dont Charles Delaunay, qui est au deuxième rang en haut, qui est le fils des peintres Sonia Robert Delaunay, et qui lui aussi commence à collectionner des disques. Un autre jeune homme, Jacques Canetti, qui est un peu plus autonome, a organisé une séance de projection de films à Paris. C'est étonnant parce que déjà au début des années 30, il est arrivé à collectionner des films avec des musiciens afro-américains comme Duke Ellington. Mais pour l'instant, ils vont travailler ensemble et s'associer. Donc le plus intéressant succès de l'année 1933, on va dire, pour cette association, oui voilà. Donc là je vous montre un bulletin. Vous voyez, le nom du hot club est mentionné, l'adresse, donc ce sont l'adresse des bureaux parisiens et les premiers bulletins d'abonnement. Et évidemment celui-là c'est celui de Charles Delaunay. Voilà, un des prospectus qui était réalisé. Donc là, c'est pour le concert du 30 juin. Ce concert est important. Ici, il est présenté comme un récital de jazz hot, mais en fait, l'association a déjà son idée de former un orchestre. Et avec Freddie Johnson, donc un pianiste américain qui réside à Paris à l'époque, et Arthur Briggs, un trompettiste américain, ils vont organiser un premier concert donc à la salle Chopin, une petite salle de l'immeuble Pleyel, de la salle Pleyel. Voici l'affiche qui a été préparée pour ce concert. L'orchestre, il faut savoir, a été déjà diffusé sur Radio LL en direct. Il y a déjà eu un concert avec cet orchestre. Et un premier récital qui a eu un tel succès qu'il décide d'organiser donc ce concert à la salle Chopin. Il prépare le programme avec les musiciens. On peut voir ici que déjà il travaille sur la préparation, l'agencement des morceaux, qui va prendre le solo, etc. Et
un programme ensuite va être imprimé au nom du Hot Club de Paris. Voici ici le programme, la composition de l'orchestre, et on peut donc remarquer que déjà l'orchestre a composé un morceau en hommage au Hot Club, le Hot Club Stomp. Donc ce premier concert se déroule parfaitement. Cet orchestre a déjà enregistré pour la maison de disques Brunswick. Jacques Canetti travaille pour à une série consacrée au jazz hot et enregistre cet orchestre. Au mois de juillet, l'orchestre de Duke Ellington va venir en France. Tout ça tout ça va se lier. L'orchestre de Duke Ellington, donc l'agent américain est Irving Mills. Il passe par l'Angleterre et vient donner quelques concerts à la fin du mois de juillet. Beaucoup de monde se rendent à ce concert et c'est un vrai succès. Malheureusement, Jacques Canetti s'est séparé du Hot Club et s'est déclaré l'agent officiel de Duke Ellington. À ce concert, il y a un jeune Américain qui va venir, qui s'appelle John Hammond. Et John Hammond est un jeune étudiant, il vient de quitter la Yale University à cette époque. Il est issu d'une riche famille new-yorkaise. Et il est musicien, il a appris le violon, il a appris le piano et il va continuer à étudier le violon à la Yale University. Mais dès son enfance, il s'est intéressé à la musique afro-américaine. Déjà à New York, il s'intéressait à la musique des serviteurs de la maison et n'hésitait pas à aller à Harlem à écouter les premiers concerts, les concerts de gospel. Il a été quelqu'un ensuite reconnu comme et a œuvré beaucoup pour le gospel et le blues aux États-Unis. Et donc, dès le début des années 30, en fait, il va quitter la Yale University, malgré les encouragements de son père qui est avocat, à continuer ses études, et il va devenir producteur de disques. Il va être également le correspondant américain pour le journal Melody Maker. Et donc, il va s'occuper du jazz pour la maison Brunswick. Donc en 1933, il va aussi travailler pour Irving Mills, et Irving Mills va l'embaucher, et il accompagne l'orchestre de Duke Ellington. J'ai oublié de regarder à quelle heure j'ai commencé. Je ne sais pas du tout. Ok, merci. Et donc, il rencontre Hugues Panassier. Il faut savoir que Hugues Panassier, déjà à cette époque, était en contact, échangeait de nombreux courriers avec les critiques américains, que ce soit John Hammond, George Frazier, et puis un tromboniste américain de la Nouvelle-Orléans, Albert Wynne. Et il avait déjà fait écrire ces gens dans la revue Jazz Tango. Donc une première rencontre a lieu à Paris durant ces concerts, et puis ils vont se rendre chez Hugues Panassier qui a déménagé en Aveyron, et voilà ici une photo prise par Pierre Noury chez Hugues Panassier en Aveyron. À la fin de l'année 34, donc l'association a une certaine notoriété auprès des gens et auprès de certains Américains qui s'intéressent à cette musique par l'intermédiaire des musiciens, des producteurs de disques ou des journalistes. Et Hugues Panassier a continué son étude sur le jazz hot et publie un livre qui va faire référence, en tout cas aux États-Unis, sur le jazz, qui s'appelle le Jazz Hot. L'association a envie d'indépendance et a envie de créer sa propre revue, ce qu'elle va faire au début de l'année 35.
Et elle va avoir l'idée intéressante que cette revue, qui va prendre le titre du même de l'ouvrage d'Hugues Panassier, Jazz Hot, va être bilingue en français et en anglais. Et je pense que c'est ce qui va lui conférer, ce qui va lui permettre de continuer d'exister, puisque cette revue existe encore aujourd'hui. Elle est plus bilingue, mais en tout cas, durant toutes les années 30, elle va être bilingue et elle va être diffusée, en tout cas, en Angleterre. Rapidement, ils ont des contacts en Angleterre pour que la revue soit vendue dans une boutique de musique à Londres. Et puis, un jeune étudiant, Stanley Dance, qui émigrera aux États-Unis, s'intéresse aussi à cette revue et s'occupe d'envoyer plusieurs exemplaires en Angleterre. Donc, côté États-Unis, John Hammond est en contact avec un monsieur, Milt Gabler, qui a une boutique de disques à New York, le Commodore Record Shop, et qui est aussi une boutique où se rend régulièrement d'autres jeunes gens intéressés par cette musique, comme Marshall Stearns. Oui, effectivement. Alors, cette revue Jazz Hot va être lancée en 1935 durant le concert qui va être organisé avec Coleman Hawkins. Coleman Hawkins, il y a un lien aussi avec John Hammond, puisque, là, Coleman Hawkins se trouve en Angleterre avec l'orchestre anglais Jack Hilton, mais il a été repéré par John Hammond aux États-Unis dans l'orchestre de Benny Moten. Donc voilà, alors l'association s'est structurée, elle continue de faire des affiches, et donc voici le premier numéro de Jazz Hot pour ce concert. En même temps, l'année 34 a été très riche, ça a été aussi la découverte de Django Reinhardt, et pour ce concert, il y aura effectivement la participation du quintet du Hot Club de France. Je vais donc juste revenir sur cette revue franco-anglaise qui en Angleterre, il y a une revue spécialisée qui va naître à la même époque, qui s'appelle Swing Music, et qui voudra d'ailleurs racheter cette revue dès les premiers numéros. À l'automne 35, il y a une demande pour que la revue soit rachetée, mais Hugues Panassier et Charles Delaunay vont résister. Et en même temps, du côté américain, donc, c'est John Hammond et Marshall Stearns, son ami de la Yale University, s'intéressent à cette association et demandent à Hugues Panassier s'il est possible de créer un hot club aux États-Unis. Donc, évidemment, Hugues Panassier et Charles Delaunay sont ravis de cette nouvelle. Et le premier hot club qui va se créer aux États-Unis va être le Yale Hot Club. Et en fait, rapidement également, l'idée de fédérer tous ces hot clubs qui vont se créer, qui se créent d'ailleurs en Europe, en Belgique, en Italie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, il y a des hot clubs qui vont se créer aussi, donne l'idée à Marshall Stearns et Hugues Panassier de créer une fédération internationale des hot clubs. Donc, la fédération existe dès l'automne 1935, et au niveau des États-Unis, il va y avoir un hot club qui va fédérer tous les hot clubs américains. Ça va être le United Hot Club of America, qui sera présidé par John Hammond. Rapidement, donc Boston, Los Angeles, Chicago, New York à ces hot clubs, et reprennent les buts du Hot Club de France, c'est-à-dire donc de rééditer des disques,
dans les buts du Hot Club de France, c'est bien qu'il y a rapidement aussi une notion de réédition des disques de musique hot qu'on ne trouve plus, les disques des 78 tours des années 20 qui ne sont plus vendus. Donc les hot clubs américains vont reprendre cette idée et également dans leur but on retrouve l'idée d'organiser des concerts et d'enregistrer également des musiciens afro-américains. Je voudrais juste, j'ai relevé donc dans les buts qui sont proposés, enfin qui sont déterminés par cette fédération. Un bulletin est intégré à la revue Jazzot et il y a un rapport d'activité au mois d'avril 1935 qui est publié dans la revue Jazzot. Donc qui est rédigé par Marshall Stearns, qui est le secrétaire de la Fédération internationale des hot clubs. Le vrai jazz est un phénomène digne d'une profonde étude. Il est une des plus importantes contributions du XXe siècle au domaine artistique et comme tel, il mérite une attention immédiate pendant qu'il est encore vivant et avant qu'il disparaisse de la surface du globe et devienne un sujet d'étude pour les historiens. Ce n'est qu'une question de temps pour que la musique swing soit reconnue. Elle sera peut-être un jour enseignée à l'école, comme au premier stade de tous les arts, la musique swing est encore inorganisée et inconnue. La Fédération internationale des hot clubs tend à remplir cette nécessité et à faire réaliser la valeur culturelle de la musique swing. C'est notre projet et notre but. Oui, d'accord. Donc en tout cas, les échanges entre critiques, producteurs de disques américains vont s'intensifier dans le courant des années 30. John Hammond conseillera d'autres musiciens au Hot Club de France. Et je pense que ça a été un déclic pour John Hammond, dans le fait qu'il a organisé en 1938 une soirée au Carnegie Hall intitulée From Spiritual to Swing. La musique de jazz était dans les clubs de jazz, dans les clubs de Harlem, et il a réussi à organiser cette première soirée dans une salle de New York comme le Carnegie Hall. Au niveau de la fédération internationale, en fait, elle va continuer, à partir de 1936, il n'y a plus d'activité qui est reportée dans le journal Jazzot. L'idée de la fédération va revenir à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où Charles Delaunay va créer une fédération internationale du jazz qui sera déclarée au deuxième salon du jazz qu'il organise au début des années 50. Et cette fédération sera soutenue par l'UNESCO. Voilà, je voulais juste dire que, en tout cas, aujourd'hui, cette fédération reprendra des activités plus importantes en Europe et aux États-Unis dans les années 70, et qu'aujourd'hui, en 2012, une journée du jazz a été déclarée à l'UNESCO le 30 avril. Ma conclusion, ça ne va pas trop, mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir invité. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de recherches à poursuivre sur ce sujet, sur la façon dont le jazz a été perçu aux États-Unis, et que des archives sont aujourd'hui ouvertes dans les universités, au niveau de la Yale University. Il y a un autre critique de jazz important, Leonard Feather, qui a donné ses archives à l'université de l'Idaho, et donc il serait intéressant de continuer cette étude à travers les archives qui sont déposées. Voilà, merci.
cette communication qui a ouvert vraiment un autre sujet tout à fait passionnant. On a la radio, on a le club jazz, et maintenant on va aller à Hollywood et le film et l'inspiration par le film avec notre troisième communication. On va faire le chant. Ok. Alors, pendant qu'on va faire l'échange des PowerPoint, je vais introduire quelqu'un qui n'a vraiment pas besoin d'introduction ici à Paris, à Montréal. Pardon. Michel Duchesneau, qui est titulaire de la chaire musicologie de l'Université de Montréal, qui est un des chercheurs vraiment de la musique française du XXe siècle et aussi du transfert culturel. Lui est aussi fait part du club des Dent Medalists. Il était quelqu'un qui a reçu la médaille l'année dernière, ce qui était une grande honneur. Et qui est ici aujourd'hui de parler de Hollywood et la tour d'ivoire, l'inspiration musicale et l'humanité des acteurs et actrices hollywoodiennes chez Charles Coquelin. Bienvenue. Merci. À travers son intense activité musicale, Charles Coquelin s'intéresse au cinéma. Celui-ci occupera une place singulière dans la vie créatrice du compositeur. Celui-ci n'est pas emballé par le cinéma muet dont il critique avec vigueur, et je le cite, la niaiserie populaire et la nature primitive, et je le cite toujours, ne faisant point appel à l'intelligence mais au flirt. En résumé, il considérera le cinéma muet comme un art inférieur. Ce sont ses propres termes. Il faut attendre 1933 pour qu'il se découvre une passion pour le cinéma parlant. Alors qu'en 1930, il écrit à Georges Duhamel, et je le cite, qu'un peuple soumis pendant un demi-siècle au régime de l'actuel cinéma américain ou français s'achemine vers la pire décadence. En 1934, à l'évidence, la combinaison de l'arrivée de la parole, de la musique synchronisée et de certaines stars va susciter chez lui un très vif intérêt et surtout un changement de cap. Je le cite, « J'ai changé d'avis pour certains films esclaves de certaines conventions nous imposant la carte forcée de l'indignation ou de l'attendrissement. Oui, j'ai changé d'avis à cause de certaines stars, de ces stars connues du monde entier, universellement admirées et dont la moindre aujourd'hui est la sweetheart of the world, comme on disait naguère de Mary Pickford. » Coquelin ne sera pas un simple amateur, car la question de la musique de cinéma deviendra une véritable préoccupation chez lui. Outre ses articles, il a laissé de nombreuses notes personnelles et des projets de scénario et de musique de film. Ces documents nous permettent de comprendre l'importance du cinéma pour le musicien. Il y trouve en effet la possibilité d'une diffusion à grande échelle de la musique savante et par conséquent le moyen d'établir une nouvelle relation entre le compositeur et la vie culturelle de son époque qui, à l'évidence, vit de profondes mutations avec le cinéma parlant. Sa critique de la musique de cinéma, qu'il considère très souvent médiocre, témoigne aussi de sa conception peut-être idéaliste, mais à tout le moins novatrice, d'une musique qui offrirait, par son alliance à l'image, une nouvelle expérience esthétique. Dans cette optique, Coquelin ne se limite pas à concevoir de façon abstraite une musique pour l'écran. Il traduira musicalement cette expérience esthétique par une série d'œuvres dont la singularité est exceptionnelle, car dans son cas, il n'aura pratiquement jamais l'occasion de faire réellement de la musique de film, contrairement à ses contemporains Arthur Honegger, Maurice Jaubert, Georges Auric ou Marcel Delannoy. Il composa bien la musique pour un film intitulé Croisière avec l'escadre en 1934, mais la pièce symphonique qui était destinée à accompagner une séquence du film L'Andalouse à Barcelone n'a probablement pas plu au réalisateur et a été supprimée lors du montage. Le compositeur découvrit cette disparition en voyant le film pour la première fois. Par conséquent, seule une partition servit véritablement à l'écran, celle pour le film documentaire de Henri Cartier-Bresson, Victoire de la vie. Dans les années 30, Coquelin aurait bien aimé écrire pour le cinéma quand même. En ce sens, il le fera, mais par l'entremise de partitions comme celle contenue dans l'imposant recueil de 89 pièces intitulé Le portrait de Daisy Hamilton. Musique pour un film qui n'aura jamais existé que dans sa propre imagination. Cela ne l'empêchera pas de ferrailler avec vigueur contre le diktat des producteurs de cinéma et d'être très critique envers la musique de film qu'il considérera souvent inadéquate, notamment parce que trop superficielle.
Tout cela serait bien ordinaire si l'on ne s'arrêtait qu'à ces deux idées, considérant qu'elles sont communes à de nombreux musiciens de l'époque. Mais là où réside la différence, celle qui va nous intéresser, c'est que contrairement à la plupart de ses contemporains, indépendamment des circuits officiels du cinéma, il va concevoir cette musique de film idéale, basée sur un cinéma qui n'est pas le cinéma français de son époque, celui des René Clair, Jean Renoir, Marcel Pagnol ou Jean Grémillon, mais bien le cinéma hollywoodien et international qui occupe déjà la majorité des écrans dans un système de programmation double. À l'époque, dans les cinémas à Paris, on projetait un film français et un film américain ou un film international. En fait, Koechlin est un rêveur, pour qui l'image cinématographique sera une source d'inspiration qu'aucune autre forme d'art ou d'expérience sensible ne pourra lui procurer. On peut postuler que le cinéma hollywoodien convient alors parfaitement à sa rêverie. Il écrit ainsi des musiques à partir des impressions laissées par l'écran. Mais plus intéressant encore, il imagine théoriquement ce que devrait être une véritable et bonne musique de cinéma en s'arrêtant à la fois sur la forme et la fonction de celle-ci. Il ne s'arrête pas là, car il compose des pièces musicales pour remplacer la musique qu'il n'aime pas, la plupart d'ailleurs, ou pour prendre place dans des films qu'il souhaiterait tourner. Koechlin ira donc jusqu'à concevoir des scénarios cinématographiques, dont un pour une musique qui n'existe pas, et des musiques pour des images qui n'existent pas, mais qui dans son imaginaire sont non seulement compatibles, mais aussi, et c'est ce qui est incontournable pour lui, de la plus haute tenue artistique. À cela s'ajoute une deuxième donnée essentielle qui explique en partie la première. C'est son amour inconditionnel pour les stars de cinéma. L'arrivée du cinéma parlant, qui donne vie à un très grand nombre de musicals cinématographiques, dont Hollywood fera ses choux gras, ouvre de nouvelles perspectives expressives pour la fusion de trois modes d'expression, dramatique, vocale et chorégraphique. Le genre pousse à l'écran des acteurs qui possèdent des capacités artistiques multiples, jeux dramatiques, chant, danse et même acrobatie, comme on va le voir plus loin, qui deviendront pour la plupart ces stars de cinéma. Si pour Koechlin la musique doit avoir une place importante dans ses œuvres cinématographiques, il est aussi conscient de la force expressive du jeu physique et physionomique des acteurs, dont certaines particularités, notamment en ce qui a trait à l'unité expressive, sont de véritables points de jonction entre musique et image. En 1933, il composera The Seven Stars Symphony, dont chaque mouvement est dédié à un acteur, Greta Garbo, Marlène Dietrich, Liliane Harvey, et les Américains Douglas Fairbanks, Clara Bow, Emil Jannings et Charlie Chaplin. S'il admire Greta Garbo ou Marlène Dietrich, Koechlin sera tout spécialement séduit par Clara Bow et Liliane Harvey. Ces stars auront ces traits physiques si typiques de la jeune américaine dont il admire la beauté plastique dès son premier voyage aux États-Unis en 1918, alors qu'il fait la découverte de celles qui lui inspireront une nouvelle au titre suggestif, Les Amazones du collège de Newcombe. C'est cet amour des stars et de leur beauté physique et sensuelle qui l'animera lorsqu'il s'agira de réfléchir sur la musique au cinéma. Ce n'est vraiment pas banal, et c'est sur quoi nous allons faire 2 arrêts sur image, Clara Bow et Liliane Harvey. Koechlin fait la connaissance de Clara Bow à Bruxelles. Mais attendez, les circonstances sont intéressantes. Alors qu'il sort des examens du conservatoire, sérieux et austère, il rentre dans une librairie pour se détendre. Il y découvre une brochure publiée par la Nouvelle Librairie française consacrée à la star. C'est le coup de foudre. Dans ce petit livre, ces images sont plus ou moins réussies, avec plus ou moins de goût. Ne cherchons pas la distinction innée chez Clara. C'est tout juste s'il la tutoie pas. Mais il en est quelques-unes de si parlantes, de si naturellement joyeuses, de si jeunes, insouciantes, avec la certitude d'une fraîcheur inextinguible et d'un élan vainqueur de toute chose dans le monde, que j'en vins aussitôt à identifier Clara avec cet optimisme fou, l'optimisme thrilling de brûler la chandelle par les 2 bouts, qui était caractéristique de l'USA il y a 10 ans. C'est pourquoi le 4e morceau de ma Star Symphony s'intitule Clara Bow et la joyeuse Californie. Cet instant de grisant triomphe, cette exaltation merveilleuse que traduisent au naturel en toute perfection, comme d'une belle panthère, des bonds de joie où tout son être riait, riait au soleil, riait à la vie. Voilà ce que j'ai voulu traduire avec un jeu, un peu de Californie autour, tiédeur de l'air et facilité de l'existence. Alors juste quelques secondes de musique. Est-ce que ça marche ou comment on fait pour annuler la double présentation?
Non, peut-être que ça va marcher plus. Ouais, ok. Est-ce que je peux avoir le son, s'il vous plaît? Ah oui, c'est que le son n'est pas branché, excusez-moi, on va recommencer à zéro. Alors, je ne sais pas si je suis capable de revenir en arrière. Oui. Les bonds de joie de son être brillant. Pardonnez-moi, mais le temps file. Quelqu'un écrira le mouvement consacré à la star dans sa symphonie sans l'avoir vu au cinéma. Dans le cas de Beau, il n'en a pas besoin. Ce qu'il perçoit de son caractère, principalement sa gaieté impulsive, il la détecte dans chacune de ses photos. Et si dans son étude accompagnant son œuvre musicale, il s'arrête longuement sur la question du sex appeal, c'est qu'il en sent tout l'intérêt pour le créateur. Mais il faut le débarrasser, ce sex appeal, de la vulgarité que lui confère la société moderne américaine, ou même française, au profit d'une approche qui transformait en volupté, celle par exemple de la Vélus de Cyrène, face au monde cru d'une Amérique où Coquelin découvre par exemple un panneau publicitaire dans un champ de maïs qui expose une jolie dame qui met un bas, il ne se braque pas dans une position d'austère sévérité. Il y puise plutôt une nouvelle impulsion vitale qui se traduira chez lui en musique. Cette musique appartiendrait à un monde de l'art qui, nous dit-il, n'est pas incompatible avec la volupté des formes. En ce qui a trait à Clara Bow, bien qu'elle partage, et là je le cite, avec pas mal de petites femmes, ce sex appeal, et je le cite toujours, est si bien faite qu'elle apparaisse et si réelle qu'on en soit le plaisir pour le spectateur. Donc je le cite toujours, ce qui lui appartient en propre, c'est une jeunesse endiablée, celle de la femme de feu. Montant à cheval, cette gaieté impulsive et sûre de soi, confiante en la vie, si bon enfant et si lucky girl, conçue dans l'heureux temps où quelques mois lui suffirent pour la conquête d'Hollywood. Alors là, on va souhaiter que tout ça fonctionne. Donc ce que je vais faire, c'est... Oui, on va aller... Ah. Non, c'est pas celui-là. Donc la femme de feu, c'est... Oh. Excusez-moi. Donc ça, c'est évidemment le problème du double écran. Est-ce que je peux avoir de l'aide ou personne? Non, évidemment. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ah, ok. C'est franchement mal foutu, ça. Donc, ok. Alors, merci. Donc, pardonnez-moi. Donc, on va y arriver. Donc, le prochain test, ça va être plus bon. Donc, ça, c'est Femme de feu. C'est Call Her Savage, donc en anglais. Et c'est de cette scène-là dont Charles Coquelin parle. Voilà. Donc, je n'irai pas plus loin. Vous pourrez aller voir ça. Donc, ça se trouve. Donc, bon. Oui, c'est bon. Alors, Clara Bow non seulement possède-t-elle un corps qui enchante le compositeur, c'est le moins qu'on puisse dire, mais elle montre à la caméra une liberté d'expression et de mouvement dont la combinaison est l'essence, et je le cite, de la beauté en soi de la ligne féminine. Pour Coquelin, que Coquelin associe d'ailleurs à la beauté du jeu et la justesse d'accent de la star. C'est cette séduction plus profonde qui l'intéresse, celle si forte qui nous enveloppe de l'atmosphère subtile et grisante qu'est le champ magnétique de la beauté des stars, beauté particulièrement nouvelle. Nous quittons l'univers de Clara Bow pour celui d'une autre actrice de cinéma, Liliane Harvey, d'origine britannique, qui fit d'abord carrière en Allemagne et en France avant de tenter sa chance à Hollywood. Célébrée pour sa beauté, admirée pour son aisance à l'écran, Liliane Harvey fera la une de nombreux journaux consacrés au cinéma de la fin des années 20 au début des années 30. Les archives du compositeur en témoignent.
Il aura précieusement conservé des dizaines de coupures de revues et de journaux consacrés à l'actrice, ainsi que la plupart des programmes de cinéma parisiens où les films avec elle étaient projetés et qu'il a vus. Dans son cas, c'est d'après des photos découpées dans les revues qu'il compose le mouvement de la Seven Star Symphony consacré à l'actrice, quelque part entre juillet et septembre 1933, alors qu'il la voit au cinéma pour la première fois qu'en décembre de la même année, dans Quand tu voudras donner ton cœur, film muet datant de 1929. Il la revoit ensuite dans Les 40 chevaux du roi, le 30 juillet 1934, puis dans Princesse à vos ordres, le 7 août 1934. C'est alors le coup de foudre, le deuxième, avec l'actrice qui joue le rôle principal de la princesse Marie-Christine, à un tel point qu'il retourne immédiatement voir le film et compose dans les jours qui suivent une valse caprice, Tout va bien, en l'honneur de Liliane. Le film Princesse à vos ordres, mais plus encore la star, va devenir une obsession. Il verra Princesse à vos ordres 9 fois en un an. Puis dans l'ordre, Le chemin du paradis, Moi et l'impératrice, Suzanne c'est moi, La fille et le garçon, Calais Douvres, Un rêve blond, Quick et Rêve à Monte-Carlo. Certains à plusieurs reprises aussi. Entre juillet 1934 et juillet 1935, il n'écrira pas moins d'une 40aine de pièces inspirées par l'actrice. Mais l'aventure musicale inspirée par Liliane ne s'arrête pas là. Dans les archives du compositeur, on trouve une étude sur Liliane Harvey, un commentaire en marge de l'album de Liliane Harvey, un manuscrit de roman et un scénario de film, tous les deux intitulés Le portrait de Daisy Hamilton. Daisy faisant évidemment référence à Liliane Harvey. C'est sans compter qu'il lui écrira à 3 reprises, mais elle ne lui reprendra qu'une fois, lui envoyant une photo dédicacée. Dans le scénario du film Le portrait de Daisy Hamilton, film de 65 minutes en 20 scènes, Queclin se met en scène d'abord comme un jeune peintre aux idéaux calqués sur les siens, évidemment, et qui suit Daisy, Liliane, puis comme Queclin lui-même, compositeur célèbre, qui, revenant du Japon, s'arrête à Hollywood pour donner des conseils à Daisy. Celle-ci lui témoigne respect et affection et lui demande de pouvoir écouter sa musique. Fantasme de Queclin, car la vraie Liliane n'entendit pas une seconde de sa musique. Le compositeur sublimera cet amour pour la vedette de cinéma en une quantité impressionnante de musique. Après les œuvres composées en 1934-1935, d'autres vont s'ajouter pour un total de plus d'une centaine de pièces réunies dans les 2 albums de Liliane et dans le portrait de Daisy Hamilton. Plusieurs de ces pièces ont été inspirées par des photographies de l'actrice, je vous l'ai déjà dit, d'autres par des scènes de films, mais sans qu'il y ait de rapport très précis entre images et musique. C'est le cas de la fugue sans protocole, écrite après avoir vu Princesse à vos ordres et qui dure 1 minute. Elle aurait pu cependant accompagner l'une ou l'autre des scènes connues du film, comme celle où l'actrice lance une boutade à un ministre qui se présente à elle en pyjama. Mais il n'en reste rien. L'organisation du matériau musical n'obéit qu'à l'expressivité de l'actrice, sans lien entre le mouvement de l'image et celui de la musique. Le commentaire en 2 temps de Queclin à propos de cette scène permet de comprendre la nature du transfert artistique du cinéma à la musique qui s'opère. D'une part, la musique doit pouvoir exprimer le contraste entre l'ordre d'une société hiérarchique et la jeunesse naïve, pleine, toujours les mêmes mots, d'élan et de poésie du personnage de Marie-Christine. Queclin trouve la solution dynamique dans l'écriture d'une fugue. Il exploite à merveille le paradoxe de la forme fuguée qui se caractérise à la fois par la rigueur de l'écriture, qui doit permettre au sujet de la fugue comme au contre-sujet de pouvoir se superposer et par conséquent respecter toute une série de règles d'écriture, et par la liberté de la partie plus libre, le développement, où il est d'usage de fragmenter sujet et contre-sujet selon l'imagination du compositeur. Queclin excelle dans l'exercice de la fugue et la forme lui permet de mettre en pratique l'idée de la cohérence musicale au service de la diversité expressive. Sa maîtrise de l'écriture fuguée lui permet d'y fusionner la tradition de la forme et de l'écriture à la modernité d'une instrumentation dont la couleur ajoute une dimension expressive qui dépasse le matériau mélodique. La variété des couleurs instrumentales, c'est alors le corollaire à la variété expressive de l'actrice à l'écran. Bien qu'il soit difficile de les retracer avec précision, d'autres pièces de ces recueils ont certainement été écrites pour remplacer les musiques que le compositeur trouvait médiocres à l'écran. Le témoignage du compositeur Darius Milhaud nous confirme que Queclin se rendait au cinéma avec son chronomètre et son calepin pour noter le minutage des scènes dont il souhaitait refaire la musique, considérant que la musique n'était pas à la hauteur des qualités artistiques de l'actrice. On imagine sans peine que les nombreux visionnements des films de Liliane Harvey ont servi entre autres à ces opérations de repérage. La passion de Queclin pour l'actrice aura un impact donc considérable sur sa production musicale des années 33 à 36, car au-delà de sa fascination pour la beauté de l'actrice et de son sex appeal, Queclin cherche et trouve dans la star non seulement l'inspiration musicale, mais aussi la pensée esthétique qui accompagne sa démarche de compositeur. Il est ainsi fascinant de voir se déployer chez le musicien une véritable inspiration cinématographique.
La qualité de la réflexion de Queclin sur le rapport entre l'image, celle de Liliane Harvey, mais aussi celle de Clara Bow ou Greta Garbo, et l'inspiration musicale s'explique, entre autres, par le fait que Queclin était un photographe amateur averti. Par conséquent, il était très attentif aux qualités photographiques du cinéma. Dans ses analyses de films de Liliane Harvey, il fera plusieurs commentaires sur la photographie, comme celui-ci à propos de Suzanne, c'est moi. Disons que photographiquement, ce film est l'un des plus réussis que je connaisse. Il y a là, surtout pour les portraits de Liliane, des modèles d'une douceur et d'une souplesse admirables. Je suis abasourdi par les photographies qui nous la présentent décolletée dans la scène du faux cambrioleur. J'ai pas trouvé cette scène-là encore, ça va venir. Et sans cesse, à d'autres moments, j'admirais l'habileté, le goût des opérateurs, les prises de vue de Karl Hofmann. Il y a notamment une image de la table de gala chez le duc avec les bougies, la verrerie, la nappe, les serviettes et les menus, qui est dans l'harmonie des blancs et des gris, une vraie perfection photographique. Mais c'est dans son texte En marge de l'album de Liliane qu'il révèle plus précisément les fondements de sa pensée à propos de l'expression au cinéma. Et là, je le cite. « Plus que jamais, je me répète pardon, je vois qu'il n'y a pas chez Liliane que charme physique, mais que son charme le plus fort est dans ce qui fait son expression, le regard surtout, et le parler. Seulement, il y a ceci en plus, que l'ensemble de cette Liliane est essentiellement cinéma, à cause du mouvement et des lignes. Il y a donc 3 éléments qu'elle met en jeu dans un harmonieux équilibre. Mouvement, agilité, souplesse et grâce, légèreté, rapidité. Les escaliers qu'elle gravit, ses courses folles en pyjama et ce diable au corps lorsqu'elle lutte avec les gens, rompt les barrières, enfonce les portes, saute dans le vide. Ligne, c'est la souplesse, la souple élégance, c'est aussi la gracilité de son corps, solide néanmoins sur ses jambes de danseuse, c'est le dessin des épaules, c'est le profil aquilin, c'est la chevelure ondulée. 3. Expression, mobilité, fidélité, vie intense de ses expressions. Et par-dessus tout, l'éclat et la vie de son regard. Une courte mise à l'épreuve de ces 3 éléments cinématographiques identifiés par le compositeur et qu'il transpose en musique dans les sketchs pour un film imaginaire mérite d'être tentée, et ça sera donc la fin de ma présentation. Parmi les pièces qui ont été écrites pour des scènes réelles dont il voulait revoir la musique, j'ai choisi le cas d'Autour du bonhomme de neige, qui fait référence à une scène du film Suzanne, c'est moi, où la vedette, Suzanne, est à la fois acrobate et chanteuse dans un music-hall parisien, descend des estrades en hauteur vers la scène sur un fil d'acier à la manière d'une funambule. Le décor de scène représente une station de sport d'hiver et Suzanne, à peine le pied posé sur les planches, y enchaîne une chorégraphie autour d'un bonhomme de neige qui fond lorsqu'elle l'embrasse. La musique, du type de celle associée négativement au music-hall par Queclin, enchaîne musique de valse, foxtrot, mélodie ou tournure populaire, tout ce que vous pouvez imaginer au music-hall. Queclin est subjugué cependant par l'actrice qui, pour cette scène d'hiver, est paradoxalement vêtue de ce qui pourrait ressembler à un maillot de bain 2 pièces. Alors, il écrit « Je songe à son jeu, à son regard, à la conviction de sa parole. Je revois aussi la belle expression sérieuse, fixe, intense, d'attente grave et résolue au moment où elle va se lancer sur la corde raide du haut de la salle jusqu'à la scène. Il y a une réelle noblesse au fond de cette résolution, une énergie secrète en harmonie avec l'existence de lutte et de travail qui fut celle de Liliane et qui lui valut sa place d'élite si justement méritée. » Alors là, je vais essayer, donc, voilà, donc là je l'ai. Alors, vous me pardonnerez, attendez, je vais agrandir, ça sera peut-être déjà mieux. Oui, c'est mieux. Donc, c'est la scène commentée par Queclin. Alors, je continue. Donc, on va essayer de voir si je suis capable de revenir au diaporama. Oui, c'est parfait. Donc, on reprend la citation, la suite. Il se dégage de la danseuse Suzanne à la voir évoluer, svelte et souple, si joliment étroite et si jolie, près de son repoussoir, le gros bonhomme de neige, en chantant avec une grâce malicieuse sa petite chanson populaire. Il se dégage une volupté grisante, et telle qu'on voudrait cette chose impossible, fixer les instants mobiles trop fugitifs, sans néanmoins que l'harmonie du mouvement fût détruite par l'immobilité froide de la photographie, mais dans cette volupté intérieure, spirituelle, du désir en quelque sorte non agissant,
dirigée vers un but irréel, inaccessible. Donc, si je retourne, donc, oui, je pense que je vais être capable, oui, c'est bien, ça marche. Donc, on va aller plus loin dans la scène. Donc, si vous... ouais, partir d'ici. Tous les ingrédients du musical réunis en une scène assez fascinante. Et là, je vais être obligé d'aller à la fin. Je veux juste vous montrer donc, la scène qui a donc, évidemment contribué à subjuguer notre ami Charles Guesclin. Elle l'embrasse. Et voilà. Voilà. Bon, alors c'est écoutez, c'est des heures et des heures de plaisir, donc c'est franchement intéressant. Voilà. Donc, alors qu'est-ce que ça donne chez Guesclin ? Donc, le rythme de cette scène musicale répond au rythme d'un spectacle de music-hall tel qu'on pouvait à l'époque en entendre au Concert Mayol ou au Casino de Paris. Comme le spectateur, la caméra est placée face à la scène et à peu près fixe, hein, vous avez vu. Le seul mouvement est donc celui des acteurs sur scène, relayé par la caméra qui en capte l'essentiel, en faisant parfois de timides rapprochements. C'est ce que Guesclin nomme l'immobilité froide de la photographie. Il concentre alors son attention sur le mouvement intérieur de la scène et plus précisément celui de la danseuse. La musique, insignifiante, pour lui, ne permet pas d'en saisir la nature, alors que l'image permet d'y repérer une expression, et je cite, qui appartient en propre à l'actrice, celle des traits du visage avant le grand saut dans le vide, mais aussi celle du corps dans l'espace, dont la fluidité, toute relative, est l'expression par excellence pour le compositeur d'une volupté charmante. Cette volupté appartient au monde de l'irréel, nous dit Guesclin, qualifiant l'actrice de femme-enfant, de petite, et je le cite, divinité antique, de fait qui serait à 3/4 une femme. Fin de la citation, c'est lui qui dit ça. Le mouvement que conçoit Guesclin pour la musique de cette scène n'est donc pas celui de la chorégraphie acrobatique, mais celui des gestes de l'innocence légère et gracieuse du personnage. Musicalement, cela se traduit par une écriture qui n'a rien d'acrobatique. Le thème est construit très simplement sur 8 mesures où alternent des motifs de croche et double croche à la manière d'une ronde. Choisissant sur la tonalité lumineuse de mi majeur, qui d'ailleurs, d'après Rameau, convient au chant tendre et gai, Guesclin a écrit 45 secondes de musique enfantine en 2/4, dont le dynamisme, léger et gai, appartient davantage au monde des Children's Corner de Debussy que du café-concert au musical parisien adapté au cinéma. Et alors je me permets, donc 30 secondes, c'est très court, donc... Pardonnez-moi, pour être... ça dure un peu trop, mais il faut couper. Concrètement, la musique de Guesclin... Bon, pardonnez-moi, je suis un peu en avance. Pour la scène du bonhomme de neige de Suzanne, c'est moi peut difficilement remplacer la musique écrite pour le film. La mise en abîme du spectacle dans le film ne le permet évidemment pas, mais cela n'a probablement pas d'importance pour Guesclin. Seul compte la qualité de la musique qui doit contribuer adéquatement à l'expression humaine, ici celle de la star dont il admire la superficielle et fine volupté. Hollywood offrira au compositeur une occasion unique, celle d'une inspiration sans limite et dont il use dans sa tour d'ivoire, en composant un nombre impressionnant de partitions cinématographiques pour des films qui n'existent pas, enfin presque. Sans limite, ai-je dit. C'est un peu vite dit. Comme le souligne avec malice Robert Arledge, lorsque Guesclin se rendra compte que Lillian Harvey ne lui prête plus aucune attention, son inspiration liée au monde du cinéma hollywoodien se tarira. La magie du sex appeal aura alors complètement disparu. Qui m'aurait dit qu'un jour, je vous présenterai une conférence sur un compositeur coquin du nom de Guesclin. Merci. Parisien qui nous mène en fait sur le cinéma comme une forme de
de moyens de transfert. Et il y a, je crois, pas mal à discuter. Si je peux demander le docteur Laurent et Mme Goudja de joindre Michel Duchesneau. Parce que je pense qu'on peut vraiment là discuter un peu ce que ça veut dire, ce genre de médiation par les institutions, par le cinéma, par la radio et aussi par le réseau des clubs que je trouvais absolument fascinant, la fédération, un modèle en fait de comprendre la musique américaine par la France qui est réexportée pour l'Amérique. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Voilà, monsieur. J'ai une question pour Vous pouvez parler un peu plus haut. Concernant savoir s'il y avait des preuves tangibles de l'influence des programmes de la NBC pour les programmes analogues éventuellement proposés après, a posteriori par la BBC et par l'ORTF concernant des programmes d'éducation musicale radiophonique. Tu veux dire a posteriori? Oui, a posteriori. C'est-à-dire que le transfert culturel aurait pu se faire dans l'autre sens. Oui. Je sais pas. Non. Alors, je n'ai pas connaissance de ça. Pourtant, j'ai travaillé sur une partie des programmes de la radio, de ce qui était avant l'ORTF. Non, je n'ai pas connaissance. En revanche, il est certain que David Sarnoff et son équipe, et ça c'est avéré dans des documents, comparaient régulièrement les programmes français, et pas de la BBC mais français en tout cas, notamment dans leur contenu, et ils voulaient absolument concurrencer le nombre d'œuvres diffusées, de compositeurs, et il y a même un document qui est des rapports de diffusion qui attestent que la NBC se vante de pouvoir faire mieux que certaines radios européennes, dont la radio française, en matière de diffusion de musique savante. Voilà. Mais alors, dans le sens inverse, non, je n'ai pas connaissance. Je ne pense pas. François. Oui, j'ai aussi une question pour Sabine Goudja, c'est parce que vous avez mentionné le fait... François, on n'entend pas. Ok. Vous avez mentionné le fait qu'il y avait tous ces permis pour des fréquences de diffusion. Donc, est-ce que vous savez un petit peu quelles autres radios diffusaient, comment, s'il y avait du jazz, et est-ce qu'il y a une compétition, ou enfin, comment ça répartissait aussi l'auditoire D'accord. Alors, dans la première moitié du XXe siècle, il y a eu 2 radios principales aux États-Unis qui sont donc la NBC et la CBS. Donc CBS est apparue en 1928, une année plus tard que la NBC, et la CBS a été fondée par William Paley et Arthur Judson, qui sont en fait des recruteurs d'artistes et qui sont très proches des milieux musicaux. Et d'ailleurs, ils ont fondé la Columbia Artist Management, qui s'occupait principalement donc, des artistes musicaux, voilà, et qui existe toujours d'ailleurs. On trouve le site sur Internet et toutes les archives sont en ligne. Alors, je reprends la question. Il y a eu ensuite la Mutual Broadcasting qui est apparue parce que le Congrès s'est aperçu que la NBC avait trop de stations, donc je vais résumer, et qu'elle avait un monopole qui n'était plus possible, Du coup, ils ont dû céder des stations de radio et la Mutual Broadcasting a été fondée. Et comme la CBS et la NBC, ils voulaient absolument, et ils ont voué de nombreuses émissions à la diffusion de la musique savante. CBS et NBC étaient en concurrence constante. Voilà. Pour le jazz, alors je finis juste. Pour le jazz, c'était un genre qui était controversé donc dès les premières années de diffusion. Ensuite, ils ont surtout diffusé de la musique dite de divertissement légère, la light music ou entertainment music, donc c'était des catégories musicales qui étaient spécifiques aux États-Unis. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais. Sinon, c'était une main? Oui, j'ai une question aussi pour Madame Goudja.
Je ne sais pas dans quelle mesure le fait que la population américaine, à ce moment-là, était quand même une population composée d'une forte proportion d'immigrés européens aussi, a pu conditionner les choix de la NBC, tant pour ceux qui étaient des décideurs que pour le public également, peut-être, s'identifier à une musique qu'ils connaissaient déjà. Alors, la question des origines, donc des diffuseurs. Donc David Sarnoff est un Russe juif immigré qui est arrivé, qui était d'abord paperboy en fait, et il a été élevé dans la tradition musicale. Il était un peu pianiste, un peu musicien, voilà. John Royal, donc son collaborateur, n'était pas du tout musicien, bien qu'il était en charge des contrats des artistes, et donc notamment de Toscanini. Mais en fait, Sarnoff s'était entouré d'une équipe d'universitaires. Donc il y avait j'ai plus les noms spécifiques en tête, mais de personnes qui travaillaient justement à l'éducation, qui travaillaient aussi en université. Il y avait un spécialiste de la Yale University aussi, et qui étaient des référents. Et à savoir s'il y avait des personnalités, des personnes européennes dans le choix de la diffusion, je n'en ai pas connaissance. Je n'en ai pas trouvé, en tout cas. Christopher ? Oui, j'ai une question pour Michel. Je voudrais savoir, Michel, d'après tes lectures des sources, si Coquelin faisait la différence, ou s'il était sensible aux différences entre les industries du cinéma national, c'est-à-dire entre Hollywood et le cinéma allemand, le cinéma anglais, parce qu'il me semble que quand il a découvert Lillian Harvey, c'était dans un film qui était à l'origine un film allemand, qui était donc après sous-titré ou dubbé en français. Et on voit bien dans son Seven Star Symphony qu'il n'a pas choisi de mettre en scène, si je puis dire, une star française. Mais après, si c'est vraiment que des stars d'Hollywood ou des stars européens comme Marlène Dietrich, etc. Alors, en fait, c'est une explication qui... Je vais essayer de la faire le plus courte possible. Pour la question donc, de l'origine du cinéma qu'il voit, donc pour les films de Lillian Harvey, la plupart sont des films qui ont été tournés dans 3 langues simultanément. C'est-à-dire qu'au niveau de la production, à l'époque, on faisait un film avec 3 distributions différentes. Or, Lillian Harvey était trilingue. Elle parlait couramment l'allemand, couramment l'anglais et couramment le français. Donc elle était de 3 distributions, ce qui a contribué beaucoup à sa... Et en plus, c'était une excellente danseuse. Elle a été formée à Berlin, dans des écoles donc, pour la musique et la danse. Donc ça a été... ça. Mais alors, Coquelin fréquentait le cinéma. De ce que je vois donc, de ses comptes rendus, il parle très peu, voire pratiquement pas du cinéma français. Je veux dire, il évoque quelques films, Madame Bovary, etc. Mais je veux dire, donc, il va s'intéresser essentiellement aux acteurs du cinéma. Et c'est clair et net qu'il concentre son attention sur les acteurs et les actrices des blockbusters de l'époque qu'il va voir, et notamment parce qu'il va les voir avec la famille. En fait, lui, son approche du cinéma, donc il n'aimait pas le cinéma muet. Donc qu'est-ce qui va le convaincre d'aller au cinéma parlant? C'est d'abord à la famille, et ensuite il se dit ah ben là il y a quand même quelque chose qui peut se passer d'intéressant pour la musique. Mais c'est un rapport, je dirais, c'est pas le rapport d'un artiste intellectuel qui va s'intéresser à la démarche d'un autre artiste intellectuel qui va concevoir un film. Donc au fond, il ne se préoccupe pas dans ses textes. J'ai vu aucune remarque sur le travail du réalisateur, par exemple. Le filtre, c'est automatiquement l'actrice ou l'acteur, et ce qui l'intéresse strictement, c'est toute cette question d'expressivité. Donc, au fond, et associé à ça, donc, un coût évident donc, pour la gente féminine. Chassane, est-ce que c'était une main? Non. Alors, Manon? Oui, moi je voudrais poser une question à un autre temps. Comment s'organisaient les tournées des musiciens américains que l'on faisait venir en Europe? Est-ce que c'était justement une tournée organisée à travers certains pays, ou est-ce qu'on les faisait venir spécialement? Comment est-ce que ça Non, justement, en général, ça passait par l'Angleterre. Donc, et après, il y avait des référents dans chaque pays européen. Et je sais qu'au Danemark, évidemment, là, son nom ne me revient plus, mais il y avait un monsieur qui s'est occupé énormément aussi de
faire le relais entre les États-Unis et l'Europe et de faire tourner ces musiciens afro-américains. Mais c'est vrai que en général, le contact commençait par l'Angleterre et après, en fait, des fois, les tournées étaient préparées longtemps à l'avance. Je vois dans la correspondance qu'il y a du Panassier, en fait, il est tenu au courant de la venue en Angleterre de tel musicien et donc il prévient d'autres personnes, tel artiste va venir durant cette période-là, qui peut s'en occuper en Belgique, etc. Mais aussi, il y a eu cet agent américain, pas américain, danois, qui était aussi un référent pour toute l'Europe. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage de musiciens qui finalement ne retournent pas aux États-Unis et profitent de leur séjour pour rester en Europe? Il faudrait faire une étude parce qu'il y a différents types de séjours. J'ai nommé un pianiste, Garland Wilson, par exemple, qui est un pianiste afro-américain, new-yorkais, homosexuel, qui lui va s'installer à Paris et va mourir au début des années 30 à Paris. Donc il y a différents types de séjours. Il y a des gens qui s'installent. Louis Armstrong, en 1934, vient en Angleterre et puis il doit donner un concert en France et en fait est blessé aux lèvres. Lui, il va rester quelques mois. Il y a des séjours de quelques mois. Il y a aussi des gens, Freddie Johnson, lui, ira au Danemark. Il va être en 1930 jusqu'à 1935 en France et après il va aller au Danemark. Il reviendra en 1939 aux États-Unis. Donc il y a vraiment, il faudrait faire une étude sur et déjà définir les types de séjours longs, séjours définitifs, etc. Mais un pourcentage, c'est vrai que j'ai aucune idée. Alors, il y a une dernière question et puis il y aura le repas. J'ai une question coquine à Michel. Est-ce que ce que tu sais éventuellement de sa vie privée laissait pressentir son intérêt pour la plastique des stars? Alors, la réponse aujourd'hui est oui. Donc, j'imagine, je soupçonne que Christopher va nous reparler un petit peu, mais ce que j'ai pas pu évoquer, d'ailleurs c'est une partie que j'ai coupée de la conférence, mais c'est donc son rapport à la Californie est intimement lié à Catherine Hörner, qui était une de ses étudiantes, avec qui il a eu, à l'évidence, et même il y a un livre, donc là, il y a la petite nièce qui a écrit un bouquin là-dessus, donc aujourd'hui tout le monde s'entend, et même dans la famille, où pendant très longtemps c'était discrètement, mais c'est jamais comme caché, mais c'est un sujet qu'on n'abordait pas souvent, mais moi j'ai rencontré son dernier fils encore vivant il y a quelques années, qui ouvertement dit, bah oui, il s'est passé quelque chose, et notre mère nous protégeait de ça, mais donc ça faisait partie du personnage. Hein, donc oui, ça c'est clair. Et Catherine Hörner, c'est la relation officielle. C'est celle que l'on connaît, qui a été entre guillemets documentée. Mais bon, si j'ai bien compris les sous-entendus dans la famille, je veux dire, il y a eu d'autres étudiantes qui. Autrement dit, pour augmenter le volume de vente de la collection que tu co-diriges avec Malou, j'imagine que ton prochain livre va s'appeler Que plein d'aucun. J'avais pas pensé à ça, mais. Bon, avec ce mot de relations transatlantiques, on va remercier à notre conférencier pour une belle deuxième session. Merci.